Donc, ce que j'essaye de faire, oula, c'est un peu fort. Ce que j'essaye de vous montrer, donc, c'est d'essayer de voir ce qu'on entend par méditation dans cette tradition bouddhiste tibétaine. Et ça peut peut-être aller à l'encontre avec certaines de vos idées que vous aviez sur la méditation. Je ne sais pas quelle. On a toutes sortes d'idées. Avant de commencer à méditer, on a toutes sortes d'idées sur la méditation. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu ce terme, c'était dans les années 80 par là. Méditer, c'était un grand mot et je voyais pas trop ce que ça voulait dire, quoi, en fait. Le premier maître tibétain qui parlait de méditation, ça me paraissait très vague. Donc justement, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir une idée très précise de ce qu'est la méditation, quelles sont nos attentes, et aussi pourquoi est-ce qu'on veut méditer, hein. On n'est pas obligé de méditer, c'est pas une obligation, hein. C'est pas qu'est-ce qui nous attire là-dedans, qu'est-ce qu'on espère y trouver, voilà, quelles sont nos attentes par rapport à ça. Euh, voilà. Donc on peut avoir on a certaines idées qui sont assez tenaces en nous et qui ne sont pas toujours adéquates avec ce que propose, par exemple, le bouddhisme tibétain. On peut avoir certaines idées que, bah, je sais pas, la méditation, le but de la méditation, c'est d'avoir toutes sortes d'expériences. C'est fait pour nous amener des expériences psychiques extraordinaires ou extrêmement lumineuses ou fantastiques ou je sais pas, on entend toutes sortes de choses, hein, comme quitter son corps, faire des voyages astro, je sais pas, bon, il y a d'aller dans d'autres endroits de l'univers grâce à la méditation pour voir ce qui s'y passe et de se déplacer comme ça dans les rêves ou de faire toutes sortes voilà. Pour certains, la méditation, ça peut avoir des idées aussi d'obtenir des pouvoirs. Grâce à la méditation, on va avoir des pouvoirs. On va devenir clairvoyant, par exemple. On va pouvoir voir ce qui se passe dans l'esprit des gens. C'est pas très intéressant. Donc c'est juste ça qui intéresse. Ou mieux pas, mais bon, juste pouvoir lire les pensées des gens. Bon, enfin, bref. C'est pas une prouesse non plus très difficile. Souvent, d'après leurs expressions faciales, on arrive à voir ce qu'ils pensent, quoi. Et donc, c'est pas vraiment voilà. Le but de la méditation, ça se limite pas à ça. C'est pas aussi non plus pour avoir des expériences forcément expériences très agréables, de béatitude, de félicité, de choses comme ça, ou de bien sûr, je ne veux pas dire que la méditation n'amène pas certaines expériences. Ça peut apporter certaines expériences de félicité, de clarté, de bien-être extrêmement profond et de pouvoir être plus attentif à l'esprit des gens. C'est sûr qu'il y aura il y aura des effets comme ça, hein, surtout pour les gens qui méditent beaucoup et longtemps. Ça amènera ces choses-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on recherche, hein. C'est pas voilà, c'est pas ça qu'on recherche dans la méditation bouddhiste en tout cas. Même si ces expériences arrivent, elles arrivent et puis c'est tout, quoi. Hein, c'est pas un but en soi. C'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. Et si ça arrive, et c'est pas, faut surtout pas s'y attacher parce que plus on s'y va s'y attacher, moins ça va ça va pouvoir revenir, hein, de toute façon. Alors, donc, si on a des expériences extrêmement de perspicacité, voilà, divinatoire, et que ça, de prémonition, de choses comme ça, grâce à la méditation, bah, tant mieux, ça va permettre d'aider les gens, peut-être, nous aider, mais faut pas non plus que ça devienne une espèce de fixation, quoi. Parce que alors là, ça bloque tout, hein, et ça amène nulle part, hein. Ça va nulle part. Donc, souvent, en fait, cette volonté d'avoir des expériences c'est un peu pour impressionner aussi les autres, pour se sentir un peu peut-être supérieur. Et ce qu'il y a derrière là-dedans, c'est l'ego, en fait. C'est souvent l'ego qui cherche à avoir des expériences un peu surnaturelles, extrasensorielles, de clairvoyance et autres. Mais ouais, c'est plus
sentiment donc d'ego qui est à la base. Et en plus, je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter au fond, vraiment ces expériences. Est-ce qu'elles vont être bénéfiques pour nous et pour les autres aussi? Est-ce que ça va aider les autres? Pas forcément. Donc, dans le bouddhisme mahayana, il y a toujours cette perspective, c'est ce qu'on appelle le grand véhicule, c'est que la méditation soit bénéfique à soi et aux autres, hein, comme je vous le disais ce matin. Si ça n'apporte rien aux autres, ni à soi-même de positif, de constructif, si ça ne vous aide pas à dépasser justement votre ego et à avoir plus de compassion pour vous aussi, hein, et pour les autres, bien, ça n'a pas grand intérêt. Votre méditation, il vaut mieux pas la faire en fait. Il vaut mieux pas méditer à ce moment-là, rester voilà, comme vous êtes, hein. Euh, et on peut avoir l'impression que quand on a médité pendant un certain nombre d'années, et puis bon, mais qu'il ne se passe rien, hein. Je me souviens une fois un cours de méditation, j'étais en Inde, il y avait c'était une retraite et il y a un gars qui était venu voir, une personne qui était venue voir le maître qui enseignait et lui avait dit mais voilà ça fait déjà une semaine qu'on est là et je vois tous ces gens qui sont assis, ils ont toutes sortes d'expériences formidables, des choses, et moi j'ai rien, il m'arrive rien, tout c'est neutre, je vois rien du tout. Il se passe rien dans mon esprit, je vais arrêter quoi. Et le maître lui avait dit, première chose, on est tous en silence, hein, depuis une semaine. Comment est-ce que vous savez que les autres ont des expériences extrêmement intéressantes et fantastiques? Parce que c'était la règle, c'était de ne pas parler, quoi. Donc, comment est-ce que... Et lui, je pense pas, il n'avait pas apparemment de pouvoir de clairvoyance pour pouvoir voir dans l'esprit des gens. Donc, il n'avait pas cette capacité. Donc, il a dit, c'est juste un processus mental. C'est juste une projection mentale. Tu as l'impression, parce que tu vois les autres bien assis et calmes, qu'il se passe des tas de choses dans leur esprit et que dans le tien, ben, il ne se passe rien. Mais en fait, regarde bien ce qui se passe dans ton esprit. Il se passe des choses très intéressantes, au contraire, hein. C'est peut-être pas ce que tu attends, c'est peut-être pas ce que tu voudrais, mais regarde comment ton esprit fonctionne et qu'est-ce qu'il projette là sur les autres, hein. Regarde cette espèce d'attente qu'il a sur la méditation, cette espèce d'esprit de compétition aussi, hein, parce qu'on souvent, comme dans tout ce qu'on fait en étant occidentaux, souvent, il y a souvent à la base cet esprit de compétition. On a l'impression que les autres font mieux que nous, ou sont mieux que nous, ou en plus de facilité, et on se compare, hein. Il y a cet esprit de comparaison qui est lié à l'esprit de compétition. On a l'impression que les autres nous dépassent, vont plus vite que nous, atteignent des états plus élevés, plus que. Et nous, on est derrière et on rame, quoi. On peut avoir cette espèce de sentiment que, voilà, parce que quelqu'un a l'air d'être très détendu, très joyeux, a toujours le sourire, et tout le monde vient lui parler, tout le monde vient le voir, qu'il a des expériences de méditation fantastiques, mais pas forcément. Pas forcément. Ça veut rien dire. Peut-être vous qui ramez derrière justement tous vos, hein, trucs, c'est ça aussi vos expériences de méditation qui sont à ce moment-là. Et c'est pas parce que vous faites la tête, vous n'êtes pas en forme, qu'il se passe rien, hein. Bon, il se passe toujours quelque chose, hein, dans la méditation. Mais c'est pas forcément ce qu'on attend, hein. Mais en tout cas, on a toujours la possibilité et le loisir même de regarder ce qui se passe dans notre esprit et de voir vraiment comment on est, comment on fonctionne, hein. Voilà. Donc, en fait, même si on a des expériences fantastiques, est-ce que ces expériences vraiment vont nous transformer? Est-ce qu'elles vont faire de nous une meilleure personne, hein? C'est ça qu'il faut se demander. Si la méditation, en fait, nous amène à nous transformer et faire de nous un être humain meilleur, bien là, à ce moment-là, la méditation, elle a son utilité et elle porte ses fruits. Sinon, bien juste, elle peut nous rendre encore plus égotiques, plus égoïstes et développer encore plus de ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et c'est pas du tout le but de la méditation. C'est que là, on est encore passé à côté. C'est que la méditation a pour but justement de nous rendre plus humbles, plus compatissants, plus ouverts aux autres. Et si elle nous ferme, et si elle nous rend, elle nous donne un sentiment de supériorité parce que voilà, pour telle ou telle raison,
ben finalement, c'est que le remède devient du poison, en quelque sorte. Et on n'est plus... voilà. Donc, voilà, faut avoir, en fait, par rapport à la méditation, et puisque ce terme veut dire s'accoutumer, et c'est important d'avoir une idée assez terre à terre de ce qu'est la méditation. Hein. Il ne s'agit pas de s'envoler, voilà, de partir dans toutes sortes d'idées, comme ça, un peu préconçues. Et c'est pas le but. Hein, on peut avoir l'idée aussi qu'on peut avoir l'envie de méditer parce que ça nous fait du bien, mentalement et physiquement. Ça nous amène de la détente. Ça a un effet positif, disons, sur notre santé. Ça réduit la pression artérielle, par exemple. C'est bon pour le cœur aussi. Ça ralentit voilà, notre rythme cardiaque. On devient plus détendu. Et c'est bien, c'est des effets sûrement bénéfiques, la méditation, mais ce n'est pas là le but de la méditation, dans le bouddhisme en tout cas. Le but de la méditation, ce n'est pas simplement de nous détendre, hein, de nous rendre plus détendus. Pour ça, il y a plein de choses hein, qui peuvent nous détendre. On n'est pas obligé de faire de la méditation. Il y a plein de choses que nous offre la société pour pouvoir nous détendre et qui parfois détendent plus que la méditation. Hein. De fait, je sais pas moi, hein, toutes sortes de saunas, de trucs. Bon, vous connaissez tout ce qu'on peut avoir pour détendre, prendre des vacances aussi, ça fait du bien. Et voilà. Mais souvent, toutes ces techniques de détente, elles sont très bien, elles amènent une certaine détente, seulement elles ne durent pas. Une fois qu'on revient chez soi, souvent, ou qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour se détendre, eh bien, le lendemain, on se retrouve aussi autant tendu que la veille. Donc, ce n'est pas vraiment des techniques valables, elles n'amènent qu'un confort un peu passager. Tandis que la méditation va aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Son but, c'est pas simplement de nous détendre de manière passagère, mais d'aller plutôt au cœur de l'attention. Hein. Voir pourquoi on est tendu, voir pourquoi notre esprit est tendu, qu'est-ce qui le tend. Hein. Et à ce moment-là, si on a la patience, ce qu'il faut de la patience quand même, et le courage aussi, d'aller voir un petit peu plus en profondeur pourquoi notre esprit est tendu, ben là, on va toucher des zones, on va toucher des endroits qui seront beaucoup plus sensibles. Mais si on les touche, eh bien, il y aura des effets beaucoup plus durables qu'une simple détente. Donc, voilà. Le but de la méditation, c'est essentiellement et uniquement, je dirais, de regarder, en fait, de regarder notre esprit. Et de ce fait-là, justement, ça va apporter une transformation. Et se raconter des histoires, c'est bien beau pendant un certain temps, si vous voulez, mais ça ne va pas vraiment nous amener un gros changement. Ça va nous apporter peut-être plus de désillusion qu'autre chose. Et surtout, on n'avancera pas. On restera toujours au même point. Donc, ce qui est important dans la méditation, et je ne citerai jamais assez là-dessus, c'est regarder en fait ce qui se passe dans notre esprit, quelle sorte d'expérience nous avons, d'expérience mentale que nous avons. Si nous sommes tendus, eh bien, pourquoi nous sommes tendus? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette tension dans notre esprit? D'où elle vient? À quoi c'est lié? À quoi c'est dû? Alors, bien sûr, on va pas forcément le détendre tout de suite parce qu'on a vu ce qui nous rendait tendus, ce qui nous rendait agressifs ou nerveux. Mais déjà, c'est une approche qui va dans le bon sens, en tout cas, et qui va aller à la racine, en fait, de tout ce qui nous rend malheureux ou de tout ce qui nous rend tendus. Donc, c'est ça le but de la méditation, c'est d'aller à l'essence, hein, c'est d'aller à la racine toujours. Et ça, donc, ça demande une certaine discipline. Hein. Il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Donc, ça demande toujours beaucoup de patience hein, et de douceur aussi envers soi-même. Il ne faut pas se faire, voilà, s'imaginer que l'on va être guéri comme ça du jour au lendemain parce que l'on aura médité pendant un mois, par exemple. Mais chaque fois
comme me disent les maîtres, hein, c'est pas moi qui le dis, chaque fois qu'on médite, c'est comme quand on met un seau d'eau et qu'on le remplit goutte à goutte. Hein. On n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Il y a juste une goutte qui tombe. C'est juste une goutte. Hein. Mais si on continue comme ça dans cette démarche de goutte à goutte, petit à petit, le seau il se remplit. Et il y a quelque chose au bout du compte qui s'est passé. Mais seulement, on ne le voit pas tout de suite. Mais c'est cette patience, hein, et cette humilité aussi qu'il faut avoir quelque part. Hein, de ne pas... un autre problème qu'on a, nous, en tant qu'occidentaux, c'est un peu l'orgueil, quand même. On est assez imbus de nous-mêmes, l'orgueil, on a envie même si c'est très caché, on a toujours cette envie d'être quand même, de réussir quelque chose et d'arriver le plus rapidement possible à un certain niveau, par exemple. Et souvent, les motivations qui sont derrière ne sont pas forcément bonnes. Les intentions ne sont pas forcément justes. Et donc là, plus on va être en adéquation avec cette intention de pourquoi on médite. Et c'est très, très important de se poser cette question. Si on ne le fait pas, bien, on peut passer à côté et on peut se raconter des histoires, on peut dire qu'on médite et qu'on est une très bonne personne parce qu'on a l'impression de méditer. Est-ce qu'on médite vraiment? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que une fois que l'on a fait donc cette méditation, comme cette préparation, ce préliminaire, comme tout à l'heure, où on détend le corps, qui est une forme de détente et qui est nécessaire, ça amène une détente, puisque dès qu'on s'intériorise et qu'on détend toutes les zones du corps, ben, ça va forcément apporter la détente. Cette détente va nous servir pour la méditation. Elle va nous amener à être plus, à avoir l'esprit plus détendu. Et on ne peut pas méditer avec un esprit tendu, malheureusement. Eh ben, tendu, je veux dire, qui est nerveux, qui saute sans arrêt. Il faut méditer avec un esprit détendu. D'où l'importance de cette première approche où on détend l'esprit, où on médite sur le souffle, où on détend le corps et l'esprit comme ça. Ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième, c'est l'intention, la motivation. Pourquoi on médite? Et là, il ne faut pas bien sûr se cacher, on médite quand même pour soi. Avant de méditer pour les autres. C'est notre première démarche, hein, c'est notre première intention. On a envie de se sentir bien dans sa peau, bien avec les autres, mais surtout se sentir bien. Hein. Pas forcément être quelqu'un de super génial, mais au moins quelqu'un qui est bien, qui est agréable avec les autres, qui se sent bien dans la société, qui fonctionne bien avec les autres. Ça, c'est tout à fait louable. Mais il faut essayer d'aller un petit peu plus loin que ça. Tout le monde veut être bien, tout le monde veut être heureux. Après, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de mettre une intention un peu plus altruiste dans cette méditation. Mais même si c'est un vœu pieux, hein, même si on sent, bien sûr, on n'est pas capable d'être Bouddha tout de suite et de faire le bien des êtres, de toute la planète, de toute l'humanité, c'est sûr. Mais déjà d'avoir cette intention qui est comme une cause, en fait, hein, qui va donner, et une cause donne toujours un résultat, quelque part. Comme une graine. Hein. S'il n'y a pas les conditions défavorables, la graine, elle va germer. Donc si on y met cette condition, si on y met cette cause, si on y met cette graine, eh ben, on plante quelque chose dans notre esprit, dans notre continuum mental, qui va y rester, qui va être là. Alors bien sûr, c'est très fragile au début, c'est très ténu, mais ça, c'est là. Hein. Donc c'est pour ça qu'au début de chaque méditation, on doit essayer d'avoir cette motivation vraiment altruiste. Et simplement une toute petite pensée puisse, je la formule comme ça, mais on n'est pas obligé de la formuler de cette manière, puisse cette méditation m'aider à être plus ouvert aux autres et aussi à amener peut-être plus de paix dans le monde et plus de sagesse, plus d'amour, voilà, tout ce qu'on veut. Ça suffit. Hein. Et voilà. C'est pas forcément se dire puissé-je être un Bouddha dans cette vie ou devenir Bouddha, être un être complètement éveillé pour faire le bien de toutes les... Si ça vous l'avez, cette motivation formidable, formidable, mettez-la si c'est sincère, si c'est acquis. Si ça l'est pas, si c'est juste comme ça, bon, pas forcément. Quoique la Mazopa disait souvent, même si c'est très artificiel, hein,
même si ça vous paraît très très artificiel et pas naturel du tout, même le simple fait de faire l'effort de formuler une motivation aussi vaste, aussi altruiste, aussi universelle, dans votre esprit, ça détend quelque chose, ça enlève des nœuds, ça enlève des tensions, hein, et ça vous sort de votre ego quelque part. Parce que quand vous dites ça, justement, qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne pouvez pas devenir Bouddha? C'est votre ego qui vous fait dire, oh pauvre moi, nanana, je suis trop nul, je suis trop bête, je peux pas, jamais je serai Bouddha. Au contraire, si vous dépassez ça, vous dites, devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres vivants. Au début, bien sûr, ça va vous paraître artificiel, mais juste ces mots, toi, qui résonnent dans la tête ou qui ont un grand sens, quand même, une grande portée, eh bien, ça a un effet libérateur. Voilà. Donc, voilà. Même si on n'a pas forcément envie ou si on ne le sent pas, juste parfois le fait de verbaliser, de mettre des mots forts comme ça a un certain impact. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, donc la première chose, donc, c'était la méditation de détente. Ensuite, l'intention, la motivation. Et après, eh bien, voilà, une fois qu'on a mis cette motivation, ok, c'est bien. On médite. Et là, on prend la posture en 7 points qu'on a vu, comme ça, et on médite sur le souffle pendant 10 minutes, et on ne fait que ça. On se met un temps. Hein. Si vous avez un gong, un réveil, quelque chose comme ça, mettez-le à 10 minutes, ou 5, ou un quart d'heure, et vous en occupez plus après. Si vous ne mettez pas ça, vous allez regarder la montre. Ah, ça fait combien de temps que je médite? Ça fait 1 minute. Oh, il me reste encore 4 minutes à faire. 9 minutes. Non. Oubliez ça. Mettez votre réveil, mettez votre retardateur, ce que vous voulez, et oubliez-le, et méditez sur votre truc. Alors, parfois, il arrive, ça m'arrive souvent de mettre le retardateur et puis d'avoir pas avoir mis la sonnerie, et puis au bout d'un moment, quand même, je me disais, mais ça sonne pas ce truc. Et je me suis rendu compte, ça faisait une demi-heure que je méditais et que ça n'avait toujours pas sonné parce que je l'avais mal réglé. Bon, ça arrive, mais en général, non. Voilà. Donc, mettez cette limite. Et une fois que ça sonne, eh ben, soyez contents, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est un autre aspect très important de la méditation, donc de la réjouissance. Vous venez faire quelque chose, c'est bien. Soyez content de ce que vous venez de faire. Ce n'est pas quelque chose de nul. Hein. Vous n'avez pas perdu votre temps. Hein. On perd son temps dans plein d'activités, mais là, non, ce n'est pas une perte de temps. C'est vraiment quelque chose de très bénéfique à vous et aux autres. Et ces 10 minutes-là, elles ont un grand sens. Donc, dans le bouddhisme, on dit ça, vous avez accumulé beaucoup de mérites. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous avez rempli un peu votre esprit d'énergie positive. Vous avez refait le plein, en quelque sorte. Et ça vous... on a besoin d'énergie positive pour avancer. Hein. Sans énergie positive, voilà, au bout d'un moment, on se fatigue. Donc il faut sans arrêt recréer cette énergie positive. Et c'est un peu ça donc, qui se passe donc, quand on médite. Voilà. Donc se réjouir d'avoir fait cette pratique. Se réjouir, ça veut dire être content, quoi, être content de soi. Hein. C'est pas de l'orgueil, ça, d'être content de soi. C'est pas forcément, ça peut être de l'orgueil, mais pas forcément. L'orgueil, quelle est la différence entre l'orgueil et la réjouissance? Ah, c'est une bonne question, ça, tiens. Ben, je vous la pose. L'orgueil et la réjouissance, c'est très différent pour moi. Vous voyez la différence? Allez-y, dites-moi ce que vous entendez. Prenez le micro. Allez, pas tous à la fois, là. Je vous écoute. Marie-Jo. Il me semble. Marie-Jo est contente. Se réjouir. Il me semble que la réjouissance, c'est quelque chose de personnel. On est content de nous. Et l'orgueil, c'est quelque chose qu'on veut montrer aux autres. Exactement. C'est bien. C'est bien, ouais. Donc la réjouissance, c'est sur soi. On est juste content d'être... voilà. On n'a rien à montrer aux autres. Ouais. On se réjouit, c'est bien. Il y a d'autres nuances que vous voudriez apporter à cette définition tout à fait juste, je trouve. Ouais. Mais il y a peut-être autre chose. Non, personne. Oui. Ton prénom, vas-y déjà. Mila. Mila.
Je dirais que l'orgueil, c'est lié à la satisfaction du regard des autres, ce qui revient à la même chose. C'est ça. Et la réjouissance, c'est personnel, c'est plus intime, même si on peut se réjouir pour les autres aussi. Donc, oui, voilà. on peut se réjouir pour les autres. Ouais. En tout cas, ce n'est pas égoïste. C'est pas égoïste. C'est plus intime, personnel. C'est pas, on n'attend rien d'autre. On montre rien aux autres. Ouais, bien. Ah, Camille, parle fort, Camille, qu'on t'entende bien. Oui. Moi, je trouve aussi c'est plus intime, mais parfois c'est plus ouvert en même temps. C'est plus intime et plus ouvert, je trouve. Quoi tu parles de quoi là? La réjouissance. Oui. Parce que c'est plus ouvert. Même quand c'est intime, c'est comme si, je sais pas, c'est bien, c'est bon pour moi, mais nécessairement ça va être bon à un moment donné pour l'autre. Du coup, il y a toujours cette forme d'ouverture que. Ouais. Parce que même si c'est quelque chose, même je sais pas, c'est médité pour personnel, soi, on va le renvoyer à l'autre. Ça va se si on est orgueilleux, on le répercute. Ouais, bah du coup je dirais plus, quand pour la réjouissance, on va le renvoyer positivement à l'autre, alors que l'orgueil, ça se répercute sur l'autre négativement, plutôt de la répercussion du coup pour le coup. Ouais. Quelqu'un m'avait dit une fois, j'avais trouvé ça c'était une bonne définition. Ça m'avait parlé en tout cas. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais je pense que oui. La réjouissance, bon voilà, c'est bien. L'orgueil rend les autres jaloux. Quelqu'un qui est jaloux de vous, en fait, c'est parce que vous montrez à cette personne ça peut, voilà, vous manifestez quelque chose supériorité, voilà, une supériorité, merci, qui accroît la jalousie des autres. Ça m'avait plu, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand quelqu'un... Non, pas d'accord. Isabelle, oui. Oui. Ah, ça, c'est vicieux, ça. Ouais, mais c'est un peu ça qui se passe, effectivement. C'est très juste. Merci, Michael. Bien. Très bien. On attend ça un petit peu, que ça ait une réaction comme ça. Hein, ouais. Pour les impressionner. Ouais. Vincent, c'est une forme d'attachement, l'orgueil? Ah bah oui. Voilà. Donc, à la différence de la réjouissance, c'est un peu la même chose qu'entre l'aspiration et le désir, quoi. Enfin, il y a une différence de degré dans quelque chose qui a l'air d'être un peu la même chose au départ. Mais... L'orgueil, c'est une perturbation mentale. Ouais. Hein. Donc, c'est négatif, forcément. Et donc, c'est lié à de l'attachement, bien sûr. Alors que la réjouissance, c'est pas négatif. Hein. C'est pas une perturbation mentale. C'est plutôt une qualité. Ouais. Que veut faire l'orgueil, en fait? C'est montrer aux autres des qualités. Hein. Montrer aux autres ses qualités. Et parfois, des qualités qu'on n'a pas. Hein. Des qualités qu'on s'invente, qu'on n'a pas forcément. D'accord? Hein? Oui, sur Zoom. Oui, l'orgueil, pour moi, il y a une esprit de compétition. Je suis mieux que toi, je suis mieux que les autres. Je suis mieux que toi, oui. Je fais mieux que les... Ouais. Il y a un esprit de compétition, oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Laurent, dans la réjouissance, il y a quelque chose qui vient du fond de notre être, qui est comme une lumière qui se dégage autour de nous, qui fait qu'on éclaire, mais sans chercher à éblouir les autres, à être plus que les autres, ou à être ci, ou à être ça. Alors que dans l'orgueil, il y a quelque chose, cher, il y a un désir de paraître, il y a un désir de transformer la réalité, puis ce désir de compétition, d'être toujours plus. Il y en a, ils veulent toujours être devant les autres. Et jusqu'au moment où ils se retrouvent devant, ils disent je suis tout seul. Je rejoins ce que tu dis, Hugo, oui, c'est ça. Je rejoins ce que tu dis, Laurent, c'est ce que je voulais dire un petit peu, où au final, l'orgueil est peut-être l'inverse de l'humilité.
Et quand on est quelqu'un d'orgueilleux, c'est qu'on attend une certaine reconnaissance de la part des autres de ce que l'on a fait, alors que donc c'est quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, alors que la réjouissance, c'est plus une lumière qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. Oui. Ou qui ne va pas forcément à l'extérieur, mais en tout cas, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, bien dit. Bon, c'est Eric. L'orgueil, c'est plutôt une exagération de l'esprit, puisque c'est bon, on exagère. Et plutôt la réjouissance, on peut se réjouir même des petites choses en fait. C'est ça, bien sûr. Donc, on n'est pas obligé de se réjouir des grandes choses. Non, c'est sûr. Mais une petite méditation de 10 minutes, on peut s'en réjouir. Mais on peut se réjouir même d'une autre personne. Je veux dire, on peut se réjouir qu'elle ait une petite qualité de rien du tout. Ben, ça, c'est pour éliminer la jalousie. On va se réjouir. C'est un antidote à la jalousie, justement, la réjouissance. De se réjouir des qualités des autres. C'est un très bon exercice. Oui, Catherine. Ouais. Et tandis que dans la réjouissance, on irradie. Un enfant, quand on est orgueilleux, un enfant il se réjouit, quand il se réjouit, c'est pour faire partager sa joie. Et pas pour. Il n'est pas tourné sur lui-même. Voilà. Bon, ben, je vois que vous connaissez très bien le sujet. Juste Christian. Oui. C'est moi. Camille. De ce que j'entends là, du coup, ça me fait quand même penser qu'il y a une forme de souffrance aussi quand même dans l'orgueil. Il n'y a pas parce que dans la réjouissance. Dans ce qu'on dit, c'est la personne orgueilleuse paraît être, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de dire ça, mais une mauvaise personne, mais c'est pas finalement une mauvaise personne, c'est juste une personne qui souffre. Et souvent, je trouve que les personnes orgueilleuses n'ont pas conscience qu'elles sont orgueilleuses. C'est-à-dire que c'est leur oui, voilà, c'est pour elles, c'est leur façon d'être, elles sont comme ça, et du coup les autres le voient mais pas elles. C'est ça, alors que du coup il y a une forme de souffrance pour sûrement combler quelque chose qu'il n'y a pas dans la réjouissance. En tout cas, sur la voie bouddhiste, sur la voie de la pratique mahayana, en général, c'est un gros écueil, c'est un gros obstacle, l'orgueil, justement. C'est vraiment considéré comme un gros obstacle parce que ça peut... voilà, la voie spirituelle, elle est complètement impure à ce moment-là. Oui, Sanka, oui. Donc, Jeannette. Oui. De Zoom. Oui, on vous entend. Très bien. Je voudrais rebondir quand il me semble avoir entendu l'orgueil des qualités qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, je fais la différence entre vanité et orgueil. L'orgueil, effectivement, j'adhère à tout ce qui vient d'être dit, notamment sans trait de la jalousie, et après, en résultat, on se pense pour l'orgueilleux aussi, parce que mais pour moi, c'est vanter de qualité que l'on n'a pas. Voilà. Ok. Et j'en profite pour te dire que j'apprécie très hautement, je ne sais pas si tu vois qui je suis, très hautement tes enseignements. Aïe. Mon orgueil. Non, pas d'éloge. Je suis trop orgueilleux pour ça. Bon, d'accord. Ah bon? J'ai peur. Ah oui, d'accord. Jeannette. Bon, merci Jeannette.
D'accord. J'ai hâte. Mon orgueil. Ah non, 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 non. Non, 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 c'est enregistré. Non, 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 on coupe là. Alors. Non, je plaisante. Oh, il fait chaud. Allez, on continue. On va faire une petite méditation. Ça va être plus bénéfique. Comment? Ouais, ouais. Je sais pas. Donc, je suis terminé. Ouais, on va faire une méditation après. Quelle heure est-il maintenant? Donc, la réjouissance, ça vient clôturer la méditation qu'on vient de faire. Et après, la dernière phase, justement, c'est la dédicace. Hein. On dédie cette énergie positive en l'offrant, en la donnant, en la partageant, comme vous voulez, avec tous les êtres. Tous les êtres, ça veut dire ceux qui vivent avec nous. Hein. Pas ceux qui sont, on ne sait pas où, qui sont juste des idées ou des concepts, voilà, mais ceux qui sont dans notre entourage, avec qui on vit, avec qui on a des conflits, avec qui on a des joies, avec qui on a des peines, avec qui on vit, quoi, tout simplement. Hein, et c'est à eux aussi qu'on les dédie. Hein. Donc dans cette dédicace, on ne les oublie pas. C'est les gens qui font partie de notre vie. C'est les plus importants. Hein. Ils sont là. On est dans ce lien, dans cette relation karmique que l'on a avec ces personnes-là. Et ce sont parfois nos maîtres, hein, qui nous font avancer quand on n'a pas forcément le loisir de rencontrer les maîtres sur un très haut niveau. Ben, c'est avec eux qu'on va avancer. Voilà. Je voudrais maintenant qu'on fasse une autre méditation un peu plus avancée que celle sur le souffle, mais qui s'ancre quand même dans celle du souffle, et sur la comment on va l'appeler, la clarté de l'esprit. Ça sera une méditation sur l'esprit, qui peut aussi, qui fait partie des méditations, donc contemplative, on va dire, sur la méditation en un point, et qui permettent aussi de toucher la nature de l'esprit. Donc commencez par vous asseoir dans une position en 7 points qui vous est confortable, et une posture qui va vous permettre vraiment de rester un petit moment en méditation. Ça ne va pas durer très longtemps, hein. On va peut-être faire un quart d'heure, je ne sais pas. Donc, mettez-vous dans la position en 7 points. Essayez de repasser en revue les différents points, depuis l'assise jusqu'aux yeux, à la langue, etc. Donc la méditation qu'on va faire, elle est particulièrement efficace, dit-on, pour éliminer, pour atténuer en tout cas, l'opinion que l'on peut avoir de son propre moi, de son orgueil, de ce moi. Hein. Mais aussi, elle permet aussi comment dire, de changer un peu cette dépréciation, inversement, que l'on a aussi de soi-même. Parfois, on n'a pas une haute estime de nous-mêmes. Et ce manque d'estime que l'on a pour soi-même s'appuie aussi sur des conceptions erronées, des erreurs passées, des défauts qu'on s'attribue à notre personnalité, des mauvaises habitudes de pensée,
et d'autres choses du même genre. Donc avec cette méditation, on va essayer de toucher ou d'être conscient de notre nature primordiale, qui est claire, qui est pure, et qui nous accompagne en fait 24 heures sur 24. Que tout le reste, tout ce qu'il y a de négatif, perturbations mentales, etc., s'élève dans notre esprit, mais retombe aussi comme des vagues sur l'océan. Que ces états mentaux sont temporaires et peuvent être éliminés. Donc cette méditation va nous amener à avoir une vision plus pure, une certitude même, quant à la nature pure de notre esprit, jusqu'au moment où ça deviendra une vraie réalité. Donc on va commencer par mettre une motivation pour faire cette méditation, comme d'habitude. On inspire profondément par les 2 narines. On fait descendre l'air jusqu'au niveau de l'abdomen, dans le ventre. On prend plusieurs grandes inspirations et expirations pour bien sentir l'air. Si on veut, on peut, à la fin de l'inspiration, essayer de retenir l'air dans notre corps, au niveau du nombril, pendant quelques instants. On le retient un moment et on expire lentement, doucement. On fait ça plusieurs fois. On inspire, on retient et on expire. On inspire, on retient et on expire. On inspire, on retient et on expire. Maintenant, observez votre souffle, votre respiration, sans conceptualiser, sans penser, juste observer. Pendant quelques instants, pendant 1 minute ou 2, on fait comme tout à l'heure, on se concentre sur la respiration naturelle. On garde les yeux mi-clos, si possible. Pendant que vous vous concentrez sur la respiration, donc pensez que tout ce dont vous faites l'expérience en ce moment, toutes les sensations qui ont lieu dans votre corps, les pensées, les sentiments, les perceptions sonores, les sons que vous entendez, donc tout ça montre que vous êtes vivant. Que vous êtes vivant. Qu'il se passe plein de choses en vous.
que tout ce qui se passe, les sons, les odeurs, les sentiments, les sensations, les pensées, tout ça, c'est la nature de la clarté. La nature de chacune de ces expériences est clarté. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur. Et ces expériences de clarté sont semblables à l'espace. C'est une conscience pure. Donc essayez de vous concentrer sur la nature pure et lumineuse de votre esprit, qui est conscient, en fait, grâce à cette clarté, de tout ce qui a lieu, de tout ce qui se passe. Sans cette nature claire et pure de l'esprit, lumineuse, ces choses n'apparaîtraient pas. Vous n'en auriez pas conscience. Donc si vous arrivez à percevoir cette clarté, essayez de rester concentré dessus. C'est peut-être un peu difficile de trouver donc cet objet, c'est-à-dire la clarté. Si c'est le cas, vous pouvez prendre une image mentale de la clarté. Par exemple, visualiser l'espace, comme aujourd'hui, un espace très lumineux, très clair, un ciel très bleu. Essayez de vous représenter mentalement donc cette clarté de l'espace. Concentrez-vous sur cet espace vide et clair à la fois, comme l'espace, comme le ciel. Donc, là, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, c'est plus facile quand même. Essayez de plonger votre esprit, votre conscience dans cet état, dans cet espace immense, sans obstruction, pur. Concentrez-vous sur ce vide immense, sans obstruction. Et imaginez que ce vide se répand vers le bas et vous enveloppe complètement. Ça enveloppe vous-même et aussi tout notre environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement. Tout devient vide, comme l'espace. Essayez de maintenir cette expérience au moins 1 minute.
Et ressentez que votre esprit, que la nature de votre esprit est semblable à cet espace vide et complètement dégagé. Il y a des pensées, des distractions qui surgissent, mais vous ne réagissez pas, vous ne les suivez pas, mais vous ne les rejetez pas non plus. Souvenez-vous qu'elles sont par nature claires, sans substance. Observez-les simplement, aller et venir, puis revenez à la conscience de la clarté de l'esprit. Donc, pendant cette méditation, ne pensez à rien. C'est pas nécessaire de vous demander ce qu'est l'esprit, sa nature. Observez-le simplement. Observez sa nature claire, semblable à l'espace, vide et infini. Pas de concept. Essayez de maintenir continuellement votre esprit sur cet objet, sans l'oublier. Sans le conceptualiser.
Revenez maintenant sur la respiration, tout en gardant ce ressenti d'espace infini. Et reposez votre esprit sur le souffle qui entre et sort par vos narines. Et on va terminer la session en dédiant l'énergie positive que l'on a créée pendant cette méditation pour le bonheur et pour le bien-être de tous les êtres, sans exception. En pensant à nos proches, aux gens avec qui on a des liens, et en leur souhaitant le meilleur. Qu'ils trouvent la paix, le bonheur, une vraie paix et un vrai bonheur. Et on revient à la méditation. On revient sur vous le trouverez, cette méditation, oui, vous la trouverez dans Comment méditer, page, je l'ai faite, j'ai mis des, bon, à peu près, hein, j'ai rajouté enlevé des choses, page 65. Non, pardon, non, 61. Vous avez des questions par rapport à cette méditation? Oui. Cette méditation prend l'esprit comme objet. Hein. L'objet de cette méditation, on commence par le souffle et après, c'est l'esprit. Oui. Oui, justement, je rebondis sur ça. C'est en fait dans le fait d'observer, donc l'esprit, c'est l'objet, mais en fait, moi, je suis tombé dans quelque chose où j'ai observé le sujet aussi. Enfin, oui, mais c'est ça. Mais tu restes dans une expérience un peu de non-dualité, si tu veux. Tu regardes ce qui observe le souffle. C'est pour ça qu'on commence par le souffle, on commence par observer le souffle, et après, c'est-à-dire on prend le souffle comme objet, et après, on prend comme objet le sujet, tu vois, en quelque sorte. C'est toi qui observes. Oui, mais si on prend justement l'esprit vaste et lumineux comme objet, il y a un sujet qui observe l'objet, donc l'esprit observe l'esprit. Et en fait, il y a quelque chose, enfin, c'est la même nature, mais on observe, en même temps, on observe celui qui observe. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. C'est une expérience de non-dualité, normalement, qui arrive petit à petit à force d'expérience, justement. C'est la même chose, hein, sujet et objet, dans ce cas-là. Et on peut vraiment faire l'expérience très rapidement. Et ça amène, ça tend, disons, vers la vacuité, où justement, ça nous montre les capacités de notre esprit, ce qu'est notre esprit, sa réalité. Oui, ça reste non conceptuel. Si tu mets un concept dessus, ben, tu es à côté, si tu veux. Voilà. Je l'explique là parce qu'il faut en parler, mais justement, dans l'expérience, tu n'as pas besoin de te dire c'est le sujet, c'est l'objet. Tu restes juste dans cet état-là. Ok ? C'est une méditation qui nous convient bien, nous les Occidentaux, parce qu'on est très conceptuel et on a besoin toujours de réfléchir, méditer. Justement, ça amène beaucoup d'espace sans avoir... c'est très simple. Et puis c'est une méditation de détente en plus, alors donc, pas de problème. Vous pouvez laisser vos affaires ici. Ouais, vous pouvez. Oui, autre chose sur Zoom? Des partages? Oui, Laurent, oui. Il y a Laurent, ouais.
dans les moments de méditation, il y a des moments où c'est comme si l'esprit prenait une forme de vastitude. Oui. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui vient, qui vient déranger, embêter, ça se rétrécit. Et l'éveil. Pas pour tout le monde. Ouais. Il y a un signal quoi, qui se met en place. Un signal. Un signal dans le sens, c'est une perturbation. Quelque chose. Une distraction. Ce qu'on appelle une distraction. Et ouais. Et le truc, c'est en définitive de ne pas suivre la distraction, mais de revenir. C'est de revenir justement. C'est une méditation sur l'esprit. On prend l'esprit comme objet et c'est le sujet qui médite sur l'objet en même temps. Ouais. Donc bien sûr, il va y avoir des distractions, mais comme pour le souffle, tu t'occupes pas trop de ces distractions, tu reviens sur ton objet. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est pas compliqué. C'est une des méditations les plus simples à faire. Ça est le souffle. Étienne ? Ah non, pardon, je croyais que... Ok, on arrête là alors peut-être ? Si vous n'avez rien d'autre à dire. On va se terminer là. Hein ? Oui. Oui. Ah oui, ce soir, pardon. Oui. Ce soir, on fera une pratique. J'hésite en fait, laquelle on va faire. Ouais, on fera une pratique simple de Vajrasattva. Pratique simplifiée de Vajrasattva. On la fera ici. Oui, oui, tu peux ça faire. On va pas. Il y a rien de problème. T'as rien de précieux hein oui, on fera une pratique de Vajrasattva à 20h sur le lien des pratiques quotidiennes. Et oui. Non, janvier-février, ce n'est pas une période de retraite. Il y aura une retraite de Lamrim. Si vous avez envie de la faire, vous pouvez vous la faire. Ça sera au mois de février. Si vous avez envie, comment déjà apprendre, vous prenez de l'avance en fait, mais pourquoi pas. Vous pouvez très bien, si ça vous plaît, faire cette retraite de Lamrim qui dure une semaine ou 15 jours. Je sais plus. Une semaine guidée en tout cas, sûr. Et après, je crois qu'il y a une semaine qui est libre. Mais vous pouvez au moins, voilà, vous pouvez la faire. Elle sera aussi en ligne. Donc, ouais. On n'a pas encore émis des dates pour les sessions de mars-avril, à partir de mars jusqu'à juin. Il y aura donc un week-end par mois, mais on n'a pas encore décidé des dates. Ça va venir. Ça va se faire bientôt. Ça se fera bientôt. Je vous les communiquerai dès que je les aurai. Peut-être le mois prochain, quand on fera le DB3 sur le chemin, sur la voie, je pense que j'aurai les dates à ce moment-là. Je pourrai vous donner. Donc, si vous avez des week-ends à prévoir, vous pourrez déjà planifier ça. Good. C'est bon? Ok, on va faire des dédicaces. Toujours les mêmes. Donc ce soir, la pratique de Vajrasattva, c'est une pratique qui permet de purifier un petit peu toutes ces perturbations mentales qui s'élèvent dans notre esprit, donc à cause de nos actes négatifs dans les vies antérieures. Et ça permet justement d'avoir une concentration plus claire aussi. Page 16 des compilations de prières pour l'Institut. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais.
que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho Semcho Rinpoche Makye Panam Kye Gyochik Kye Panyam Pame Payam Gone Gondo Pelwaisho Tonye Tawa Rinpoche Makye Panam Kye Gyochik Kye Panyam Pame Payam Gone Gondo Pelwasho. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais, ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Okay, donc à tout à l'heure si vous êtes parmi nous, et sinon, donc demain matin, on reprend la suite des méditations analytiques, on fera plutôt demain, à partir de 10h.